Bienvenue sur Les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies, en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter qu'on a pris à le faire, qui vous inspirera dans vos projets. Bonne écoute! Bonjour Véronique Frugnot, bonjour Vincent Marcilassi. Je suis ravie que nous ayons pu nous rencontrer et je vous remercie de m'accueillir au sein de la librairie La Comète. Vincent et Véronique, vous êtes actuellement aux manettes de The Eyes. Donc pourriez-vous, avant ça, présenter votre parcours l'un après l'autre depuis votre enfance jusqu'à la création de The Eyes? Alors ma chère Véronique, je vais te proposer de commencer. Alors, depuis mon enfance, je suis née à Boulogne-Billancourt. Non, j'ai fait des études, j'ai sauté directement à l'université, où j'ai fait des études de commerce. Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment faite pour ça. C'est un mémoire sur l'art contemporain, sur le marché de l'art contemporain en France et aux États-Unis que j'ai fait, qui m'ont mis sur le chemin déjà de la culture. Donc ensuite, je me suis spécialisée dans le développement de projets culturels et je me suis lancée d'abord dans la première partie de ma carrière dans la musique plutôt, donc dans le jazz en particulier. Et j'ai travaillé pour un festival de jazz, j'ai travaillé pour un agent, j'ai travaillé pour un lieu. Et puis je suis partie sur un coup de tête en Chine, et c'était les années croisées France-Chine, où là j'ai vraiment eu la chance de travailler pour l'ambassade de France là-bas et de pouvoir couvrir un certain nombre de domaines culturels. Il y avait de la photographie, il y avait du design, mais aussi du cinéma, de la musique. Et voilà, donc ça, j'étais vraiment curieuse de toutes ces formes artistiques, mais aussi de tous les métiers, c'est-à-dire aussi bien de l'édition que de la production, que du mécénat, que du partenariat. Et quand je suis revenue en France, j'ai travaillé pour une agence de communication. On a fait pas mal d'événements. On a créé des événements autour, surtout évidemment de la Chine. Et le hasard total m'a amené à Paris Photo, chez Reed, à Puteaux, où j'ai commencé en faisant les relations exposants. Donc je suis rentrée dans le cœur même du marché de la photo, où j'ai j'ai travaillé avec Guillaume Piens, qui était à l'époque le directeur de Paris Photo, qui est aujourd'hui le directeur d'Art Paris. Et voilà, c'est vrai que c'est un grand travailleur, un grand bosseur, et ça m'a permis vraiment d'apprendre énormément, mais très rapidement, sur le marché, les acteurs, de les connaître. Et j'ai pas réussi ensuite à faire autre chose. En fait, je suis vraiment tombée dans le bain de la photographie. Et très vite, j'ai aussi voulu mener mon propre projet, et donc je me suis mise en indépendante. J'ai commencé à travailler avec des projets de cette manière-là, un peu en solo, et très vite, Vincent, donc qui va parler ensuite, était alors directeur de la Galerie Vue, donc c'était un de mes clients, et on a commencé à travailler comme ça ensemble. Lui-même s'est mis en indépendant, et on a monté ensemble The Eyes. Alors c'est à mon tour, ça va être beaucoup moins glamour, hein, je vous dis tout de suite. J'ai également fait une école de commerce, à l'issue de laquelle, alors que j'étais destiné à après une formation en finance, à devenir un banquier ou une sorte d'acteur des finances, j'avais deux passions. L'une c'était l'humanitaire et l'autre c'était la photographie. Donc j'ai pris gentiment mon petit CV, j'ai fait mes petites lettres de motivation vers des ONG comme vers des entreprises du secteur de l'image, de la photographie, et par chance assez vite j'ai pu trouver un premier emploi à l'agence Vue. Alors j'avais fait auparavant une année d'expérience à l'agence Magnum, qui a été à travers laquelle
laquelle j'avais pu faire mes classes, découvrir vraiment comment fonctionnait la vie des photographes dans une agence, dans une structure. Et je suis arrivé à l'agence Vue où j'ai passé une quinzaine d'années. Et là, je dois dire que je remercie beaucoup à la fois son directeur artistique fondateur de l'époque, qui était Christian Conjol, ainsi que le directeur général de l'agence, Eric Larouille, et le patron, le propriétaire de l'ensemble qui a racheté l'agence Vue en 96 ou 97, Xavier Soul, parce que les trois m'ont vraiment apporté ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire de la confiance et de la responsabilité pour découvrir l'ensemble de ce secteur, et j'ai pu traverser comme ça en 15 ans l'ensemble des départements et des territoires de la photographie, du métier d'agent de photographe pour commencer, à celui de directeur corporate, responsable des projets spéciaux, jusqu'à terminer pendant 4 ans par la direction de la Galerie Vue. Donc vraiment tout l'éventail des métiers, des rencontres possibles dans cet univers pour comprendre la problématique, l'écosystème de l'image et du métier des photographes et de la relation avec les utilisateurs ou spectateurs d'images. Bon, voilà, c'était vraiment passionnant. Mais comme toute passion, au bout de 15 ans, on s'en lasse un peu et puis on a envie de faire autre chose, de développer autre chose et peut-être avec un peu plus d'autonomie, d'indépendance. J'avais dès le début de ma carrière créé une association qui s'appelait Amaniman, la culture source de vie, à travers laquelle je cherchais à développer des projets culturels gratuits, vraiment déjà autour de l'image et du voyage, mais vraiment autour de passion essentiellement. Et donc j'ai décidé de transformer cette activité associative en activité entrepreneuriale qui est devenue la société Amaniman Publishing, qui maintenant est éditrice de The Eyes et donc à la tête des projets que l'on développe dans ce cadre-là. Quel a été l'élément qui a été déclencheur pour la création de The Eyes? Alors The Eyes, pour le coup, c'est toi qui vas parler parce que c'est toi qui est vraiment à l'initiative. Ensuite, on a associé nos forces pour son développement. D'où t'es venu, toi, l'idée de Alors, non, elle ne m'est pas venue tout seul, puisque le Amaniman Publishing, la société, a été créée avec un certain nombre d'associés fondateurs. Nous étions, nous sommes toujours d'ailleurs 5, et donc qui étaient que j'avais réunis autour de moi et qui étaient assez hétéroclites comme équipés, puisqu'il y a mon frère qui est professeur, qui est maintenant professeur à la Sorbonne en culture et histoire de l'Espagne, Rémi Coignet qui est un spécialiste de la photographie du livre photo, Arnaud Besdebert qui est lui plutôt spécialiste du digital, Guillaume Lebrun qui est photographe, voilà, différentes Que des hommes. Que des hommes, c'est vrai. Non, il y avait à l'époque d'ailleurs, il y avait Magali Peretti qui ensuite a quitté l'aventure quelques années après, qui était graphiste, donc heureusement, voilà, c'était la représentation féminine, mais c'est vrai qu'avant ton arrivée, il y en avait qu'une, et après vous n'étiez que 2. Et donc cette petite équipe s'est réunie autour de moi dans la passion de l'image, mais aussi de l'Europe, puisque The Eyes était au départ une revue vraiment dédiée à la problématique européenne, comment la photographie pouvait apporter, développer l'idée d'Europe. Alors on pourra en parler après, mais on s'est un peu écarté de cette idée, non pas par changement d'orientation, changement de conviction, mais parce que malheureusement la question de l'Europe, les questions européennes sont assez peu suivies de façon générale par le public, par le grand public. Donc c'est compliqué c'est déjà compliqué de faire un projet éditorial, un média, et c'est encore plus compliqué malheureusement pour l'instant de le faire autour de cette problématique-là. Donc on a ensuite évolué. Oui, puis c'était de niche, c'est-à-dire qu'on est dans la photographie et en plus on s'impose la contrainte de l'Europe. Donc ça devenait, ça nous intéressait, mais ça nous contraignait en fait. Voilà, exactement. Donc il y avait à l'époque au départ du projet cette problématique européenne. Et il y avait aussi une problématique bimédia et décloisonnée, c'est-à-dire que on se posait la question. À l'époque, c'était vraiment l'arrivée de l'émergence du digital, l'arrivée des tablettes, etc. Et on a tenté tout de suite de faire 2 choses autour de la notion du papier connecté. D'abord de faire une version bimédia, c'est-à-dire qui était à la fois en version imprimée
assez haut de gamme comme on le fait toujours, et avec une déclinaison en tablette. Alors tablette avec une application faite sur mesure, qui était assez étonnante, mais là de la même façon un marché difficile à trouver, autant pour le print, ça s'est installé assez vite, pour le digital en bimédia, c'était vraiment beaucoup plus compliqué, donc on a arrêté rapidement. Et par contre on a été heureusement assez précurseur là-dessus, la réalité augmentée, donc l'idée du papier connecté, c'est-à-dire comment se poser la question de dans un questionnement de survie du papier, quel papier va survivre dans les médias comme dans la littérature ou dans l'édition en général. Nous sommes très très motivés et très convaincus de la survie du papier, pour autant pas forcément seul face au développement du digital. Et on s'est posé la question de savoir finalement quelle serait la bonne harmonie entre les deux. Et on a commencé là à découvrir les premiers prestataires créateurs de réalité augmentée, et on a créé dans les, je crois, 6 premiers numéros de The Eyes des expériences immersives en réalité augmentée qui étaient vraiment très très étonnantes. Et ce qui nous intéressait là-dedans, c'est pas tant, je dirais, d'apporter un contenu supplémentaire lambda, mais c'est vraiment de proposer une expérience particulière accessible uniquement par la réalité augmentée à partir du papier. Par exemple, la première expérience qui était vraiment formidable était faite dans le premier numéro avec un travail de l'artiste Mohamed Bourouissa, qui avait fait une résidence, je crois, à Marseille, dans le sud-est, auprès de Pôle emploi à l'époque, et qui avait là rencontré un certain nombre de demandeurs d'emploi, qui confrontés à leurs problématiques, évidemment de recherche d'emploi, mais aussi de perte d'identité et de présence sociale, de réalité sociale. Et on avait donc il avait fait un certain nombre de scans 3D de ces demandeurs d'emploi, ce qui ont permis de réutiliser des PDF 3D, et à partir de là de faire des petites statuettes en résine, etc. C'était à Arles, non? Absolument, cet été, l'été dernier, voilà. Ouais, absolument. Voilà. Et effectivement, il a réutilisé, c'était très sympathique, l'expérience en réalité augmentée qu'on avait faite à l'époque. Et c'est vrai que là, c'était intéressant parce que il y avait son portfolio dans la revue, donc ce travail, imprimé comme dans n'importe quelle revue, mais en plus cette expérience de 3D qu'il avait vraiment voulu dans le projet. Et pour la petite histoire, il vendait ces petites statuettes à 1 euro sur des marchés, sur des marchés opus dans le 93, en disant achetez un chômeur, quoi. Et comment était du coup le marché de la photographie quand vous avez lancé le The Eyes? Quel était l'environnement? Est-ce qu'il était très différent de celui de 2020, ou est-ce qu'il était quelles étaient un petit peu les différences entre le lancement et puis maintenant? Alors, il y avait déjà beaucoup d'acteurs impliqués dans la photographie, notamment mécènes, partenaires, ou structures, fondations ou autres impliqués auprès des photographes ou des acteurs de l'image. Je pense que ce qui était, il y avait déjà beaucoup une forte activité culturelle de festivals ou autres. Ce qui était nettement moins développé, donc on parle d'il y a 13 ans, c'était tout l'univers du digital, notamment alors bien évidemment, comme on le disait à l'instant, la réalité augmentée, mais le bimédia aussi. On était, quand on a créé la revue, on était vraiment à la naissance de cette. Alors il y avait déjà Internet, le média sur Internet, mais il n'y avait pas encore véritablement le bimédia avec les smartphones, les tablettes et la réalité augmentée. Donc et ça a vraiment fait, alors encore plus depuis 10 ans ou même depuis 5 ans, ça a vraiment fait bouger les lignes sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Instagram, je crois, à ce moment-là. C'était pas, je pense que c'était les balbutiements de Facebook. Il a fallu qu'on fasse une formation accélérée Instagram, exactement. Facebook. Donc je pense que c'est ça véritablement la mutation qui a été en cours ces 10 dernières années. Et c'était intéressant parce qu'encore une fois, on était vraiment à l'orée de cette transformation avec la réalité augmentée. On sentait vraiment que quelque chose était en train de se produire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est justement l'évolution des contenus. Parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse, et la preuve en est avec les podcasts d'ailleurs, c'est le contenu éditorial qui est intéressant. Donc nous, c'est dans le cœur, c'est le cœur de notre métier. Donc quelque part, ça nous permet aussi nous d'innover, de développer des choses, ce qu'on fait à travers des événements, à travers ce qu'on peut proposer en termes digital, etc. Mais c'est vrai que c'est, je me rends compte aussi au niveau des marques, c'est quelque chose forcément qui les intéresse aussi. C'est plus forcément la page publicitaire dans un média print qui est intéressante, c'est le contenu.
Donc, il faut avoir une approche plus éditoriale que une simple page de pub. Et je reviens aussi un peu en complément sur ce qu'on disait au départ sur l'origine du projet, enfin de la revue The Eyes. Il y a aussi une notion encore une fois, d'engagement, de rôle et de décloisonnement. C'est-à-dire que on s'est posé la question, on connaissait très bien les médias environnants, ceux qui existaient. On était particulièrement d'ailleurs impressionnés par ce qu'on appelait les MOOC, qui c'était le début des MOOC, à ce moment-là, 21, il y en a peut-être d'autres déjà à ce moment-là. Mais 6 mois n'existait peut-être pas encore, mais enfin peut-être déjà, enfin voilà, mais enfin ce genre mais surtout 21 qui était quand même dans une facture vendue en librairie uniquement, enfin voilà, il y avait sans publicité, etc. Et pour autant, il manquait aussi dans beaucoup de publications, notamment dans le domaine de la photographie, une réelle vocation, une thématique, un engagement. À quoi on sert finalement? Bon, donc cette filiation européenne nous intéressait par exemple. Et il y a aussi, alors qu'on a plus ou moins exploité en fonction des numéros, cette idée du décloisonnement. C'est-à-dire que la photographie, oui, mais la photographie n'existe pas seule. Elle existe aussi parce que d'autres formes de création, d'expression existent autour, d'images ou de mots, de cinéma, de dessin, etc. Et notre rapport à la photographie, en tant que lecteur, existe dans ce rapport aux autres. Donc il y a aussi cette notion du décloisonnement qui a été, alors encore une fois, plus ou moins exploitée, mais enfin c'est là que c'était intéressant de mettre par exemple des expériences vidéo ou des images 3D en réalité augmentée, enfin de faire pénétrer d'autres images, d'autres expériences visuelles dans la revue. Allez-y. Non, parce que là, on peut parler des heures, en fait. Vous nous mettez play et on y va. Non, ce qui est intéressant, pour revenir à votre question de départ, quand même, c'est l'évolution de la photographie depuis qu'on a commencé. C'est vrai que le marché, on le sait, a explosé aussi. Surtout voilà dans les années 2010 en termes de foires, pour le coup j'étais au cœur du système. On a bien vu à quel point ça s'est multiplié en termes de foires photo, et ce qui est le phénomène de l'édition photo a énormément évolué aussi à ce moment-là, où d'un seul coup il y a eu pléthore d'offres en termes de livres photo, d'édition photo, et aujourd'hui on assiste aussi à une émergence de jeunes artistes, de jeunes auteurs qui montent eux-mêmes leur propre maison d'édition, ils s'auto-éditent, et donc on revient quelque part aussi au print. Ce qui est assez intéressant, paradoxalement, dans cette ère du digital qui explose. En même temps, il y a un retour aussi à l'édition, au papier, en tout cas dans la photographie, au livre d'artiste. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Vous éditez, vous faites aussi des événements, des clubs, etc. Quelles sont un petit peu les étapes qui ont structuré The Eyes, les différentes actions? Justement, quand on disait le contenu éditorial, alors c'est évidemment ce qui nous plaît, mais l'évolution du marché a fait aussi qu'on a pu s'y atteler, et nos expériences respectives. C'est-à-dire que Vincent est clairement plus dans l'édition, c'est un métier qui connaît la fabrication du livre, la mise en page, etc. Moi, mon cœur de métier, c'est vraiment l'événement, l'échange, la transmission, et je me retrouve complètement dans tout ce qu'on organise au niveau des talks, des meeting points qu'on organise avec la MEP, des talks qu'on fait à Paris Photo, etc. Donc et ça nous permet aussi quelque part d'exister, puisque notre revue est annuelle, et tout le long de l'année on existe à travers aussi les événements qu'on organise, et ça nous plaît parce que ça nous plaît aussi parce qu'on est comme ça de transmettre, d'échanger, de mettre en rapport des gens, en lien des gens sur une thématique ou sur un projet. Et donc petit à petit ça a évolué ensemble, en fait on a fait évoluer les choses, le féminin aussi, le yin et le yang, le féminin, le masculin, qui aboutit aujourd'hui, en tout cas il se passe des choses, on est content de l'évolution, et les étapes un petit peu clés, je sais pas s'il y aurait des années où vous avez lancé les différents, par exemple à quelle année vous avez lancé les talks à Paris Photo, aux rencontres d'art. Je dirais que c'est pas, les clubs. On pourrait vous refaire la chronologie, mais il y a pas c'est pas découpé en étapes extrêmement réfléchies, hein. Il y a pas une stratégie. La stratégie, elle est à l'intérieur, et bien, voilà. Parfois, il est un peu spontané. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas, bon. Non, ce qui est par contre important, c'est que The Eyes, la revue, donc le fondamental du projet, nous a donné une expertise,
une confiance, un réseau, un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de développer d'autres choses. D'abord d'en avoir l'envie, d'en avoir l'idée et d'avoir la capacité de le faire en termes de réseau. Ensuite, chronologiquement, même si la chronologie n'a pas forcément d'importance, mais c'est vrai que très vite on a fait des livres parce que c'était au cœur à la fois du business model au départ, mais surtout de l'expertise, parce qu'encore une fois, on préférera par rapport à The Eyes parler de revue ou d'édition plutôt que de magazine. On a toujours été dans la fabrication d'un objet très très recherché ou assez recherché en termes éditorial, graphique, de choix de papier, d'impression, de qualité de fabrication. Donc on se rapproche plus de l'édition et du livre ou de la revue que du magazine. Donc d'abord les livres, on en fait peu, encore une fois, c'est des choses assez qu'on essaie de faire assez ciblées, assez travaillées sur des choix particuliers. Ensuite les talks qui ont correspondu aussi pas mal à l'arrivée de Véronique, un peu plus impliquée dans l'aventure, donc cette dimension événementielle autour de contenu qu'on a donc talks qu'on a fait à la fois à Arles, ensuite à Paris Photo, puis à nouveau à Paris Photo à plusieurs reprises, qu'on va faire cette année à Paris Photo New York, qu'on réalise ensuite d'une manière différente avec les conférences à la MEP, les meeting points qu'on fait 4 ou 5 fois par an. Et ensuite, mais déjà il y a quelque temps, le club qui là correspondait, je dirais, à un besoin de créer de la synergie autour de tout ça et de répondre à un autre besoin ou une autre chose qui est importante pour nous, c'est la dimension de la médiation et du partage. Alors on a une entreprise, un business entre guillemets, qui est là pour faire du profit, mais c'est là aussi pour partager, pour rencontrer, pour aller à la rencontre des autres, pour être fédérateur. Voilà, il y a aussi une forme d'utilité. J'en parlais par rapport à l'Europe tout à l'heure. Quelque part, l'idée de l'Europe, d'une autre manière, on la retrouve à travers le club. Ce moyen de partager des choses. On est là pour partager et faire des rencontres et pas simplement pour essayer de faire des sous. Oui, parce que le club, c'est pas, c'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent, mais quelque part, c'est aussi donner accès à grâce à nos partenariats, grâce à notre réseau, à des endroits, à des visites, à des choses, à des événements auxquels on peut inviter un certain nombre de personnes et donc on le rend ouvert à tous. On n'est pas obligé d'être membre forcément du club. On est membre à partir du moment où on a un accès un peu plus privé ou sur des invitations vraiment confidentielles. Mais c'était ça aussi notre volonté. C'était pas de le faire, c'est pas un club fermé en fait du tout. Donc on fait profiter aussi de ce qu'on peut à qui on peut. Et c'est très intéressant de voir à quel point certains lecteurs de The Eyes fidèles depuis les premiers numéros ou depuis quelques numéros vont être à la plupart des événements du club et être vraiment touchés de découvrir quelque chose et qu'ils nous en parlent. Vraiment, vous m'avez fait découvrir cette fondation, cet événement, cette galerie, etc. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime et de l'affectif qui joue, qui est assez intéressant. Et donc le club, vous avez à peu près 50 membres, 100 membres, 10, c'est à peu près quelle échelle On a une cinquantaine de membres qui nous sont assez fidèles, puisque c'est un abonnement annuel. Et après, et puis alors après, c'est vrai qu'encore une fois, monter un club, c'était une idée aussi que j'avais eue il y a quelques années de monter un peu comme Barter. D'ailleurs, c'était à la même époque de Barter. Ça aussi, ça a été aussi une évolution dans le milieu de l'art. Les visites privées, ce côté confidentiel, intime. Mais c'est pareil, c'est un business model. Il faut faire ça à plein temps pour pouvoir gagner un peu d'argent. Or, on a bien compris très vite que c'est pas avec ça qu'on allait. Si on veut faire des livres, si on veut faire des événements, si on veut faire du conseil, on va pas pouvoir aussi avoir un club et faire ça à plein temps. Donc, d'où ce choix finalement de le faire de cette manière-là en fait. Mais on y tenait quand même. Et j'ai du coup une autre question sur le nom. Pourquoi The Eyes ? Pourquoi le... Alors, pourquoi The Eyes. The Eyes. En anglais. Pardon, The Eyes. Mais moi, je suis comme vous, j'arrive pas à le Vincent, dire. je l'ai corrigé 50 fois, donc il n'y a pas de souci. C'est le The, c'est toujours difficile, voilà. Le The. Il y a pas tellement alors je pourrais faire de la bonne communication et dire qu'il y avait un super concept derrière. Il y a surtout, je me souviens de vacances
d'été, je crois, il y a donc à l'époque en 2013 ou 2014 en Ardèche, pendant une semaine, à éculer des noms en français, en anglais, en machin, avec des yeux, avec de la photo, avec du truc. Bon. Et puis il y avait toujours un problème parce que c'était pris ou parce que la marque était déposée, etc., etc. Donc après, ce mot-là nous a beaucoup plu, d'abord graphiquement. On a réussi à en faire une belle signature. Et ça, on doit à Magali. À Magali, exactement. Voilà. Après, bon. Voilà, c'est aujourd'hui, je crois que The Eyes est une belle marque dans son identité visuelle et dans ce qu'elle dit après son histoire. Voilà. C'est autre chose. C'était des mauvaises vacances en Ardèche à chercher un nom. Pour en revenir au lancement de votre revue The Eyes, comment on fait? Comment on fait pour rassembler une équipe, les photographes, les personnes qui vont écrire pour vous? Comment ça se passe? Comment vous vous organisez? Alors, il y a une chose est l'organisation au départ, une autre chose est l'organisation maintenant. Au départ, quand on lance tout ça, il faut trouver des fonds. Donc c'est à la fois des fonds personnels du fondateur et de ses premiers associés proches, hein, le cercle proche dont je parlais tout à l'heure et que je remercie encore vraiment de sa confiance quand on lance un projet comme ça, parce que c'est important de savoir s'engager. C'est ensuite un cercle plus large, hein, d'ouverture de capital pour essayer de faire rentrer des investisseurs, on va dire tout aussi généreux, mais encore plus pointilleux sur les objectifs de tout ça, hein, sur les chiffres notamment, etc. Enfin sur les perspectives. Hein, voilà, donc c'est un peu réaliser 1, 2, 3 tours de table pour monter les choses. Ensuite, c'est donc donner une réalité économique et stratégique à ça. Hein, donc ça, c'est la mise en place des choses, on va dire, je dirais de façon organisationnelle et stratégique et administrative, hein, pour en parler, parce que c'est quand même une réalité de ce type d'entreprise aussi. Et après l'équipe, c'est alors d'abord l'équipe des fondateurs dont je parlais tout à l'heure, elle était déjà assez opérationnelle parce qu'il y avait du graphisme, il y avait de la photo, il y avait du rédactionnel, il y avait une dimension un peu plus entrepreneuriale que je pouvais avoir. Enfin, donc c'était déjà une équipe assez en place. Et puis ensuite, ça se fait. Alors on travaille beaucoup en partenariat également avec un certain nombre de structures. Et je dirais qu'on n'a pas. Alors on a à la fois une équipe fixe, c'est-à-dire qu'on travaille très régulièrement avec les mêmes personnes, mais on travaille essentiellement avec des indépendants, hein, avec qui on fait de la relecture, avec qui on fait de la traduction, avec qui on fait un certain nombre de choses. Et ça, c'est aussi un enrichissement intéressant parce qu'ils ont aussi d'autres univers, d'autres relations, d'autres réseaux. Voilà. Donc on a continué ensuite à partir de cette matrice-là. Au début, c'était biannuel. Et là, depuis à peu près 2 ans, c'est annuel. Donc, dès que The Eyes est donc publié, vous réfléchissez déjà au prochain. C'est vraiment un an de... En fait, on est un an, disons, on se repose un peu, je dois dire, après Paris Photo, où c'est la course, c'est la haute saison entre septembre et novembre. Effectivement, à partir de janvier, on commence à y réfléchir, sur la thématique. Voilà, on n'est pas encore fixé sur la prochaine thématique. C'est pour vous dire, on n'est pas non plus vraiment en avance. Ce qu'il y a aussi, je crois, c'est que The Eye, c'est une revue à collectionner. Et une revue qui a au-delà d'un numéro après l'autre, qui a une durée de vie relativement longue, donc qu'on fait durer aussi. On a encore beaucoup de contacts aujourd'hui qui concernent le numéro qui vient de sortir ou même des précédents, mais donc il y a une temporalité qui est quand même largement plus longue qu'une revue traditionnelle. Et ça, c'est important vraiment pour nous de faire durer l'objet, de le faire vivre, et donc d'être encore, je dirais, dans l'humeur du numéro qui est sorti là maintenant il y a 4 mois, enfin 3-4 mois, ne serait-ce que quand on en parle aux gens, hein, de pas tout de suite passer au suivant. Vous voyez, c'est quand on fait un objet d'édition aussi important pour nous, qui est un objet à collectionner, c'est important d'être, je pense, dans cette démarche-là. Et puis, alors c'est vrai qu'on n'est pas journaliste, on est des producteurs de contenu en fait, et on est là pour que l'objet existe. Après, on va faire appel à des experts en fonction des thématiques qu'on choisit. L'année dernière, c'était Taous Damani, qui est une universitaire, qui a vraiment orchestré
toute la partie portfolio autour de la thématique des traversées. Et voilà, on s'appuie aussi sur des experts qui vont permettre aussi le développement de chacune. Alors des rubriques, en gros, il y a 3 parties. Il y a une partie portfolio, Bibliomanial sur le livre photo qui est animé par Rémi Coignet. Donc lui, c'est sa spécialité, mais qui lui-même va s'appuyer sur des critiques de livres photo, des experts de livres photo, et une partie plus sur le forum au niveau voilà, on va parler du marché. On va faire appel à des journalistes qui sont pour le coup aussi spécialisés dans le domaine. J'imagine que la presse, économiquement, c'est pas toujours très simple. Est-ce que vous avez eu dans votre carrière des moments de grand doute, des moments de grande joie? Donc, est-ce qu'il y a des moments forts là que vous pourriez juste nous citer? Non, mais c'est simple. Hein. Si on ne, pour le coup, si on ne faisait ZIAES que pour des questions économiques, on aurait arrêté. Hein, c'est un objet de éditorial, de passion et de transmission. C'est pas une vache à lait. Alors par contre, c'est un formidable label ensuite pour développer plein d'autres choses et notamment des contacts, tout un réseau, etc. Donc oui, on a été souvent frustrés. Où on a été pas à pas frustré de se rendre compte régulièrement que c'est pas avec ça qu'on allait gagner notre vie. Pour autant, on avait besoin de le continuer parce que ça fait partie de nous. On aurait pu l'arrêter depuis longtemps, mais ça fait partie de nous et des lecteurs nous attendent, voilà, pour se l'approprier. Donc au contraire, ça nous a permis de réaliser et c'était très bien parce qu'on en avait indirectement envie aussi et désormais l'expertise de développer grâce à cette marque-là un certain nombre d'autres activités, le conseil notamment ou l'événement, voilà. Est-ce que vous avez autour de vous ou dans par exemple les sites que vous suivez ou les personnes qui vous inspirent d'autres modèles qui soient pas spécialement dans la photographie ni dans l'édition? Est-ce qu'il y aurait d'autres entreprises qui vous inspirent et où vous vous dites ah super, ça pourrait être intéressant qu'on utilise cette même réflexion? Interesting. C'est ce qu'on pose à nos élèves. Quel photographe vous inspire? Moi, je dirais, je sais pas si c'est pas un exemple qui est tout à fait dans notre univers, mais que je trouve particulièrement intéressant et puis c'est d'autant plus facile qu'il est connu du plus grand nombre. C'est l'exemple d'Agnès B qui vient d'ouvrir sa fondation, la FAB. Et je trouve que dans le parcours de cette femme et de son entreprise au sens large, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on pourrait se retrouver et qu'on a pu évoquer en filigrane. Encore une fois, je ne compare pas du tout ce qu'on fait là, à ce qu'elle a pu entreprendre, mais il y a la dimension entrepreneuriale, il y a l'engagement et la passion pour l'art, il y a l'engagement et la passion pour des causes aussi différentes et bien plus utiles que l'art d'une certaine manière, même si l'art est évidemment utile. Mais voilà, donc je dirais comment réussir à allier, à faire fortune avec tout ça finalement, avec de l'engagement, avec de la médiation. Hein. La FAB, c'est de la médiation aujourd'hui. Hein. C'est une manière d'aller à la rencontre, d'amener des publics à la rencontre de l'art, de jeunes artistes, de l'émergence, etc. Voilà. Donc, en fait, la fortune, c'est tout ça. Je crois que la fortune qu'on cherche nous, c'est un petit peu tout ce qu'il y a autour de ce projet d'Agnès B. De l'engagement, de la création, de l'entreprise. Voilà. Moi, ce serait mon exemple pour aujourd'hui en tout cas. Ouais, voilà. Et est-ce que vous avez des projets dans les prochaines années ou sur l'année 2020 que vous voulez tenter? On prépare là pour le mois de novembre une nouvelle formule pour l'édition qui va être qui va aller pour la revue, voilà, qui va aller encore plus loin dans ces formes d'engagement dont on parle. Alors, je vais pas en dire tellement plus là, mais donc ça, c'est un chantier important pour nous. Voilà. Après, oui, il y a plein de défis, d'enjeux, de choses sur lesquelles on travaille. C'est un peu compliqué d'en parler. Envie de soleil aussi. Oui, aussi, voilà. Voilà, de soleil et de chaleur. Mais voilà, non, mais on prépare beaucoup de choses. Envie de soleil, vous voulez déménager? On verra. Oh, ça sera sans doute un jour. Oui, un jour. Ouais. Ça, c'est un projet à moyen terme, on va dire. Mais oui, on a des projets. Hein. Pour l'instant, c'est tellement de l'ordre embryonnaire que. Ouais.
Et quelles sont vos autres activités professionnelles qui ne sont pas liées à donc The Eyes? Je sais un peu pour Alors, vous, Vincent, mais... on en a tous les deux, c'est-à-dire que d'abord on enseigne un peu dans des écoles de communication et des écoles d'art visuel, et alors j'espère qu'on arrivera à le faire l'un et l'autre encore longtemps, parce que en tout cas pour ma part, c'est un élément nécessaire, encore une fois, dans cette idée de la médiation, de l'échange, un peu du temps de pause, comme ça sur d'autres formes de contenu. Non, et puis c'est très important, je trouve, d'être en lien avec cette génération, avec les vingtenaires, qui nous apprennent. Moi, j'apprends énormément grâce à ça, en fait. Même si, encore une fois, ça prend du temps et parfois on est là, on a tellement d'autres choses à faire. Mais je trouve que cet échange est vraiment même vital finalement dans nos métiers. Et dans l'évolution des mentalités de cette génération. Moi, cette génération des vingtenaires, franchement, elle me fascine, quoi. Il se passe des choses, je le vois à travers eux, je le vois à travers leurs projets photographiques, je le vois dans leurs projets. Ça m'apprend énormément. Donc ça nous permet aussi, ça nous nourrit dans notre travail, dans notre réflexion, dans les thématiques qu'on va choisir, et puis dans l'évolution même de notre métier. Et alors ensuite au sein de The Eyes, il y a aussi un département de conseil désormais dans lequel on développe différentes choses. On s'occupe notamment de la direction artistique de la Comète ici, de la librairie dans laquelle on fait des installations, des rencontres, un certain nombre de choses. Je m'occupe aussi dans ce cadre-là du fonds de dotation Picto. Donc des laboratoires Picto qui développent un certain nombre de projets visant à soutenir les photographes. Et on a aussi l'un comme l'autre, ou l'un et l'autre, des implications plus associatives, on va dire, toi autour des filles de la photo, moi plus autour du Photobook Social Club, donc là qui vise aussi en y participant à mieux s'interroger et faire évoluer cet écosystème dans ses bons côtés comme dans ses travers. Voilà comment je parle de travers par rapport aux problématiques des filles de la photo qui posent des questions sans doute à soulever dans cet univers-là. Pour le Photobook Social Club, c'est plus traditionnel puisqu'il s'agit de promouvoir l'édition photo indépendante française. Pour reprendre Photobook Social Club et les filles de la photo, quels sont vos rôles, quelles sont les actions que vous faites au sein de ces deux associations? Alors sur les filles de la photo, moi c'est vrai que après on est 180 membres, hein, mais on s'applique plus ou moins les unes et les autres en fonction aussi de notre agenda, etc. Moi c'est vrai que je me suis particulièrement impliquée dans le groupe Observatoire donc il y a eu une restitution la semaine dernière. On a depuis un an, on a travaillé sur des questionnaires qu'on a envoyés des galeries, des éditeurs, des festivals, etc. pour en savoir plus en fait sur la place des femmes dans l'écosystème de la photographie, que ce soit nos métiers en termes de femmes dans les métiers de la photographie, mais aussi et surtout sur la place des femmes photographes en France. Et voilà, et moi ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Enfin vraiment c'était un déclencheur aussi pour que j'ai transmis à l'équipe, à mon associé, et c'est quelque chose voilà qui aujourd'hui a une valeur ajoutée dans la revue et dans les projets qu'on mène. Donc sur les filles de la photo, suite à cette restitution, je mets en place une action évidemment avec les filles, notamment Chantal, Florence Moll, qui sont les coprésidentes de l'association, et Corinna Chac et Julie Champin. On est en train de monter un programme de mentoring pour accompagner des femmes photographes pendant un an et leur faire profiter en fait de ce réseau incroyable de 180 personnes et voire plus de femmes. C'est des femmes certes, mais elles ont des métiers, et ces métiers représentent tout l'écosystème de la photographie. Et c'est vraiment faire profiter, bénéficier de ce système, de ce réseau à des femmes photographes pour les aider à monter leurs projets, pour les mettre en contact plus facilement. C'est une sorte d'accélérateur en fait de projets, peut-être de carrière, j'espère, en tout cas pour donc ces 5 femmes photographes qu'on accompagnera tous les ans. Mais je vous en dirai plus bientôt. J'espère que vous en entendrez en tout cas plus parler bientôt, puisqu'on lance un appel à projet en avril et ce sera un peu mieux défini à ce moment-là. D'accord.
Et pour le Photobook Social Club? Alors, Photobook Social Club, alors encore une fois, c'est beaucoup moins glamour que les filles de la photo, là. Mais, c'est nécessaire. voilà. Non, mais on est une vingtaine de membres, tous éditeurs français de photos, donc voilà, qui s'impliquent dans la structure. Alors, en réalité, ça s'appelle aujourd'hui, désormais, France Photobook, hein. Donc, le Photobook Social Club, c'est le nom de l'association, le nom juridique, mais le nom de marque, hein, c'est France Photobook. Donc, c'est vraiment la défense de l'édition photo française. Et il se trouve que l'action à laquelle je collabore aujourd'hui actuellement avec 2 autres membres qui sont André Frère Édition et Fabienne Pavia du Bec en l'air, c'est la participation de France Photobook à Paris Photo New York dans la section des éditeurs. Donc on va avoir un stand avec une quinzaine d'éditeurs du groupe qui participent à la présentation donc d'éditions françaises dans la première édition de Paris Photo à New York. Une sélection de livres édités en France, c'est ça, et vous allez les présenter. Exactement, c'est-à-dire il y a un stand au nom du France Photobook qui va représenter tous les éditeurs qui ont souhaité participer. Et là, on sélectionne actuellement environ 5 livres par éditeur et qui sont censés effectivement montrer la réalité. Alors, la plus intéressante possible pour le marché américain, mais la réalité de l'édition française. Donc, ce ne sont pas des auteurs français, hein, mais c'est la réalité de ce qu'est l'édition française aujourd'hui dans le domaine de la photographie. Et quelles sont aussi vos actions au sein de Picto, au sein du fonds de dotation Picto? Alors, donc ça c'est une activité de conseil qu'on développe pour laquelle on fait à la fois des actions de communication. Donc on accompagne la communication de Picto dans les différents domaines de la marque et du groupe. Et je dirige en parallèle le fonds de dotation, donc pour lequel on travaille sur différents projets de prix, donc on est mécène du prix Niepce par exemple, organisateur et partenaire de la Bourse du Talent, organisateur du prix Picto de la mode, donc il y a toute une section de prix, il y a ensuite une section d'accompagnement d'exposition, et la plupart du temps ce sont des expositions institutionnelles organisées par des festivals comme les Rencontres d'Arles, les Promenades photographiques ou les Femmes s'exposent à Oulgat, ou des expositions institutionnelles comme la rétrospective Koudelka à la BNF par exemple au mois d'avril. Et là on est en train de lancer un nouveau volet d'activité important autour de l'expérimentation de l'image qui vont s'interroger sur la manière avec laquelle le fonds de dotation Picto, par son savoir-faire, peut jouer un rôle aux côtés des photographes et des acteurs de la photographie. D'accord, oui, c'est... Et vaste. Voilà, et l'association ZIA, etc. Est-ce que vous arrivez quand même à trouver du temps pour faire des activités personnelles? Est-ce que vous avez, je sais pas, via le sport, la lecture Alors, on est tous les deux assez épicuriens, donc on arrive. On a besoin de tout ça. Est-ce qu'on y arrive assez? J'en sais rien. Peut-être pas. J'essaie de cadrer un peu voilà. Tout ça quand même pour nous laisser des temps. Voilà. Effectivement, c'est important, des temps en famille, des temps voilà de resto, entre amis aussi. Voilà, je sais que pour moi c'est important, pour toi aussi d'ailleurs. Et puis c'est important juste pour. Voilà. Mais c'est d'ailleurs le plus important. Ouais, finalement. C'est les enfants, ouais. C'est les amis, c'est l'amour. Voilà, c'est bon, voilà, et qui doit se nourrir aussi de ce qu'on fait au quotidien là. Enfin voilà, c'est un va-et-vient permanent entre tout ça qu'il faut réussir à équilibrer. Cadré, ouais. Vous avez trouvé une forme d'équilibre entre vie perso et vie pro. Là, alors si vous avez le remède parfait à l'équilibre, si vous l'avez trouvé, moi je veux bien, ça m'intéresse. Est-ce qu'on le trouvera un jour parfaitement? J'en sais rien. Je pense qu'on le cherche un peu en permanence. Non, ce qui est vrai, c'est que des engagements d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses, enfin d'acteurs, actrices. Oui, enfin d'acteurs dans le sens, voilà. Je ne pensais pas qu'on disait actrice dans ce sens-là, mais maintenant si peut-être. C'est vrai que ça demande une implication tonitruante, quoi, vraiment très importante.
Et voilà, donc c'est vrai que c'est la recherche de ces équilibres, elle est pas évidente, elle est recherchée en permanence, mais elle est clairement pas évidente parce qu'on peut pas s'engager à moitié dans des projets comme ça. C'est pas possible pour des questions économiques, pour des questions artistiques, pour des questions éthiques, pour des questions pratiques, parce qu'on est seul au pluriel, mais seul malgré tout à tout faire. Donc voilà, donc et les choses doivent se faire. On était auparavant l'un et l'autre dans des entreprises de RID, c'est peut-être 150 personnes. RID Exposition, c'est combien de personnes? RID Expo, c'est pas 150 personnes, c'est une multinationale. Oui, non, mais dans la partie française qui s'occupe d'une centaine de personnes, peut-être, une centaine de personnes. Plus que ça, moi, j'étais dans une entreprise d'une cinquantaine de personnes. Quand on n'est pas là, les choses se font. Voilà, c'est pas bon, bref, on voit ce que c'est quand on est dans une entreprise de 2, 3, 4 personnes. Quand on n'est pas là, les choses se font pas et tout prend du retard. Et voilà, donc c'est toute cette mécanique qu'il faut réussir à bien percevoir et à bien gérer. Et à la suite à ce que vous venez de dire, est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui voudraient lancer des entreprises dans la photographie? Est-ce qu'il y aurait des choses que vous pourriez dire, voilà, attention, ne pas faire ça, ou alors... Ça dépend dans quoi exactement. Non, exactement, mais... déjà, il faut avoir énormément d'énergie, ça c'est vrai. L'énergie est importante. Il faut avoir une force de travail quand même assez importante, mais il faut savoir aussi garder des moments à soi, pour son bien-être. En termes de photographie en particulier, il faut bien maîtriser l'écosystème et savoir savoir comment ça fonctionne quand même. C'est pas forcément évident. On en apprend encore. Moi, grâce au fil de la photo, j'ai appris un autre monde qui est celui de l'achat d'art, qui est celui de l'iconographe. Ces métiers-là, je les connais pas et je les connaissais peu. Et c'est intéressant en fait d'arriver à bien maîtriser cet écosystème. Et puis après, encore une fois, ça dépend si c'est dans l'édition, si c'est faire un magazine, c'est super, mais bon courage. Dans les nouvelles technologies, il faut y aller. Qu'est-ce que t'aurais à dire, toi? Oui, tout ça, mais c'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'il faut prendre le temps de, comme tu le disais très bien, de connaître l'écosystème et de rencontrer des gens. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée qui est certainement la bonne, parce que c'est la nôtre et on a besoin de le faire, mais qu'il faut nourrir de ceux qui savent, qui ont une expérience, qui ont une expertise, qui ont croisé des choses, Donc je pense qu'il faut avoir du temps pour travailler, comme tu le disais, mais il faut aussi prendre son temps pour faire la bonne chose au bon moment, de la bonne manière. Et on peut avoir souvent tendance à se précipiter aussi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez aborder? Je sais pas s'il y a autre chose sur la photographie. Oui, exactement, sur ZI, votre parcours, sur ou alors on a peut-être fait le tour. C'était. Ce qui est intéressant, je trouve. Alors, c'est compliqué, mais moi c'est ce qui m'intéresse et c'est pour ça que je suis heureuse qu'on mène cette aventure, en tout cas ensemble, parce que toute seule je n'y arriverai pas. Et c'est vrai que déjà être en collectif, c'est ce qui m'intéresse. C'est toujours d'être d'être stimulé intellectuellement et d'être toujours dans l'innovation, dans la création. Alors c'est fatigant, faut toujours réfléchir, faut toujours se remettre en question, faut savoir le faire, pour rebondir, parce que ça bouge beaucoup, parce qu'il y a le marché, comme on vient de le dire, a évolué, et les médias, et donc et ça quelque part ça nous rend vivants quand même. Et c'est vrai que on aurait pu certainement, on a fait des écoles de commerce tous les deux, on aurait pu faire des métiers peut-être plus rémunérateurs et en même temps certainement un peu plus ennuyeux en tout cas pour nous. Et si on fait ça, c'est vraiment la passion. Donc à la limite, je reviens aussi à la question d'avant. D'abord, faut être passionné en fait pour faire ces métiers-là. Il faut pas chercher forcément à faire des sous à tout prix. C'est vraiment une histoire de passion et de rencontre et voilà. Très bien. Eh ben super. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, c'était très bien, très intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!